Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Le commencement. C'était un jour froid et gris d'avril, et les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton enfoui dans l'épaisse étoffe de son manteau, pour échapper au vent vicieux, se faufila rapidement à travers les portes de Victory Mansions, bien qu'il ne fût pas assez vite pour éviter une volée de poussière de tourbillonner avec lui. Le hall sentait le chou bouilli et les vieux tapis. À une extrémité, une affiche colorée, trop grande pour être encadrée, avait été épinglée au mur. Elle représentait simplement un visage énorme, plus d'1 mètre de large. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, avec une grosse moustache noire et des traits rugueux mais imposants. Winston monta les escaliers, en gardant les yeux baissés pour éviter le regard perçant des caméras. Dans le monde où il vivait, il n'y avait pas d'issue. Le parti surveillait tout, même les pensées. Winston s'arrêta un moment devant la porte de son appartement, essoufflé par l'effort. À l'intérieur, il se dirigea immédiatement vers la fenêtre, sortit un carnet et un stylo, et commença à écrire d'une main tremblante. « Le grand frère vous regarde. » L'appartement était sombre, éclairé uniquement par la lumière crue, qui filtrait à travers les rideaux poussiéreux. La pièce principale était encombrée de meubles lourds et de souvenirs d'une époque révolue. Winston s'assit à la table, le cœur battant. Il savait que ce qu'il faisait était interdit. Écrire un journal était un acte de rébellion, et il n'y avait aucun moyen de savoir si la police de la pensée n'était pas déjà en route pour l'arrêter. Chapitre 2. L'interdiction. Winston se souvenait de sa première rencontre avec O'Brien, un membre du parti intérieur, lors d'une réunion officielle. Il avait ressenti une étrange connexion, comme s'ils partageaient un secret commun. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Dans ce monde où le mensonge était vérité et où l'histoire était constamment réécrite, la seule sécurité résidait dans la solitude. Chaque jour, Winston se rendait au ministère de la Vérité, où il travaillait à la révision des archives historiques. Son travail consistait à effacer les traces du passé et à créer une réalité conforme aux directives du parti. C'était un travail minutieux, exigeant, une attention méticuleuse aux détails. La moindre erreur pouvait coûter la vie. Dans cette société, le passé était une chose malléable, sans cesse modifiée pour servir les intérêts du parti. Les journaux, les livres, les films, les photos, tout était falsifié. La vérité n'existait pas. Elle était ce que le parti voulait qu'elle soit. Et au centre de tout cela, le visage omniprésent du grand frère, qui vous regardait sans cesse. Winston rentrait chez lui chaque soir avec une lourdeur dans le cœur. Il se sentait piégé, incapable de fuir l'emprise du parti. Ses pensées devenaient de plus en plus audacieuses, et il savait que cela ne passerait pas inaperçu.
La police de la pensée avait des moyens de détecter même les pensées les plus secrètes. Un soir, alors qu'il se préparait à écrire dans son journal, il entendit un léger grattement à la porte. Son cœur s'arrêta de battre. Était-ce la police de la pensée? Lentement, il ouvrit la porte pour découvrir une note glissée sous le seuil. Tremblant, il la ramassa et la lut. « Nous devons nous rencontrer, O'Brien. » Chapitre 3. La rencontre. Le cœur battant à tout rompre, Winston dissimula la note dans la doublure de son manteau. Chaque pas semblait retentir dans le silence oppressant du couloir, tandis qu'il descendait l'escalier. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi O'Brien voudrait-il le rencontrer? Était-ce un piège? Le doute s'insinuait dans son esprit, mais la curiosité et l'espoir l'emportaient. Quelques jours plus tard, sous prétexte d'une commission pour le parti, Winston se rendit à l'adresse indiquée. L'appartement d'O'Brien était spacieux, décoré avec un goût raffiné qui tranchait avec l'austérité des logements, ordinaires. O'Brien l'accueillit avec une cordialité inattendue. La conversation débuta par des banalités, mais Winston sentait que quelque chose d'important allait se dire. O'Brien finit par plonger son regard dans celui de Winston. Winston, nous avons peu de temps. Je sais que vous avez des doutes sur le parti. Sachez que vous n'êtes pas seul. Ces mots résonnèrent comme une délivrance. Winston sentait son cœur se gonfler d'espoir. Pour la première fois, il n'était pas isolé dans sa rébellion silencieuse. Mais il fallait rester prudent. La moindre erreur pouvait leur coûter la vie. « Que voulez-vous dire, O'Brien » demanda Winston, tentant de masquer son émotion. Il existe une résistance, une organisation secrète qui lutte contre la tyrannie du parti. Nous avons besoin de personnes comme vous. Cette révélation bouleversante ouvrait de nouvelles perspectives à Winston. Une lumière d'espoir perçait les ténèbres de son existence. Mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. Chapitre 4. Le ralliement. O'Brien donna à Winston des instructions précises pour leur prochaine rencontre. Il devait être prudent, éviter tout soupçon. De retour chez lui, Winston sentait une nouvelle détermination grandir en lui. Le monde ne semblait plus aussi sombre, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une lueur d'espoir. Les jours suivants, Winston continua son travail au ministère de la Vérité, mais son esprit était ailleurs. Chaque soir, il écrivait dans son journal, consignant ses pensées et ses doutes. La tension montait à mesure que la date de la rencontre approchait. La nuit venue, Winston se rendit à l'endroit convenu, un vieux magasin d'antiquités dans une ruelle sombre. Derrière une façade décrépite, il trouva une porte dissimulée. O'Brien l'attendait à l'intérieur, accompagné de quelques autres membres de la résistance. Ils parlèrent à voix basse, planifiant leur action, partageant leurs idées et leurs espoirs.
Winston découvrait un monde nouveau où la vérité et la liberté étaient encore possibles. Chaque mot échangé, chaque regard complice renforçait sa détermination. Cependant, le danger était omniprésent. La police de la pensée pouvait frapper à tout moment et la moindre imprudence pouvait les trahir. Winston savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il avait fait son choix et il était prêt à tout risquer pour la cause. Dans les semaines qui suivirent, Winston se plongea dans les activités de la résistance. Il se sentait enfin vivant, libéré des chaînes invisibles qui l'avaient entravé si longtemps. Mais il savait aussi que le combat ne faisait que commencer. Les ombres du passé et la vigilance du parti continuaient de peser sur lui. Chapitre 5 : La trahison. Les jours passaient et Winston se sentait de plus en plus impliqué dans la résistance. Chaque rencontre secrète avec O'Brien et les autres membres renforçait son engagement. Il partageait des informations cruciales, développait des stratégies et tentait de percer les failles du système oppressif du parti. Un soir, alors qu'ils étaient réunis dans le magasin d'antiquités, une discussion particulièrement animée éclata. Ils parlaient de l'importance de la vérité, de la nécessité de réveiller les consciences endormies. Soudain, Julia, la femme dont Winston était secrètement amoureux, prit la parole. Nous devons agir maintenant. Attendre plus longtemps ne fera que renforcer leur emprise sur nous. Sa passion et sa détermination étaient palpables. Winston, partagé entre l'enthousiasme et la prudence, soutenait son regard. Ils savaient tous deux que le temps pressait, mais la peur de la trahison les hantait. Plusieurs semaines passèrent sans incident majeur. Pourtant, Winston ne pouvait se débarrasser de l'impression d'être surveillé. Un jour, en rentrant chez lui, il trouva la porte de son appartement entr'ouverte. Son cœur s'accéléra. À l'intérieur, tout semblait en ordre, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un était passé par là. Cette nuit-là, Winston fit un rêve étrange. Il se trouvait dans une vaste prairie entourée de lumière. Julia était là, lui tenant la main. Mais soudain, des ombres envahirent la scène, les séparant. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Ce rêve le hanta, une prémonition peut-être. Le lendemain, alors qu'il se rendait à une nouvelle réunion de la résistance, il sentit une présence étrange derrière lui. Il se retourna, mais ne vit personne. Pourtant, ce sentiment de malaise persistait. À la réunion, l'atmosphère était lourde. O'Brien, d'habitude si calme, semblait nerveux. Il annonça qu'il devait se séparer temporairement, la vigilance du parti étant devenue trop dangereuse. Winston acquiesça, bien que son cœur se serrât à cette idée. Peu de temps après, alors qu'il rentrait chez lui, Winston fut accosté par des membres de la police de la pensée. Sans un mot, ils le saisirent et l'emmenèrent dans un endroit inconnu. Ses pires craintes se réalisaient. Il avait été trahi.
Chapitre 6. L'interrogatoire. Winston se retrouva dans une cellule sombre, éclairée seulement par une faible lumière au plafond. Les murs étaient froids et humides, et l'odeur de moisissure remplissait l'air. Il ne savait pas combien de temps il resterait là, mais il savait que la police de la pensée ne tarderait pas à venir. Les heures passaient, peut-être même des jours. Il n'y avait aucun moyen de mesurer le temps. Finalement, la porte s'ouvrit brusquement et 2 gardes entrèrent, suivis d'O'Brien. Winston fut abasourdi. Était-ce un rêve? O'Brien, son mentor et allié, se tenait devant lui, mais il n'y avait aucune trace de compassion dans ses yeux. Winston, nous savions tout depuis le début. Dit O'Brien d'une voix glaciale. La résistance, ce n'était qu'un piège, un leurre pour attraper les traîtres comme vous. Le choc fut tel que Winston ne pouvait pas parler. Son esprit s'embrouillait. Comment avait-il pu être si aveugle? O'Brien poursuivit. Vous avez été surveillé dès le premier jour. Chaque pensée, chaque mot, chaque geste était connu du parti. Il n'y a aucune échappatoire, Winston. Vous appartenez au parti. Winston fut conduit dans une autre pièce, une salle d'interrogatoire austère. Il fut attaché à une chaise et les questions commencèrent. Les heures d'interrogatoire se succédaient, entrecoupées de périodes de silence oppressant. Les gardes le frappaient, le privaient de sommeil, cherchaient à briser sa volonté. À chaque question, Winston tentait de résister, mais la douleur et l'épuisement l'emportaient. Il finit par avouer tout ce qu'il voulait entendre, qu'importe si c'était vrai ou non. Son esprit se fragmentait, perdant peu à peu le sens de la réalité. Dans un moment de lucidité, il pensa à Julia. Était-elle aussi prisonnière? Avait-elle été torturée? L'idée de son sort le rongeait, mais il ne pouvait rien faire. Il était totalement impuissant, à la merci de ses bourreaux. Chapitre 7. La rééducation. Les jours passaient dans la salle d'interrogatoire, où la torture physique et mentale se mêlait pour briser la volonté de Winston. O'Brien revenait régulièrement, posant les mêmes questions, répétant les mêmes accusations. Winston comprit rapidement que l'objectif n'était pas simplement de le punir, mais de le transformer. La vérité, Winston, est une chose malléable. Le parti décide ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Vous devez apprendre à accepter cela. Disait O'Brien calmement. Winston, affaibli par la douleur et le manque de sommeil, luttait pour garder une part de lui-même intacte. Il se raccrochait à ses souvenirs, à ses croyances, mais peu à peu, la frontière entre la réalité et la fiction se brouillait. Un jour, O'Brien fit apporter une cage contenant des rats affamés. Un appareil de torture qu'on appelait la chambre 101. Winston, terrifié, comprit que ses pires cauchemars allaient devenir réalité. O'Brien approcha la cage de son visage et lui demanda une dernière fois.
Qui est-ce que vous trahirez pour échapper à cette douleur, Winston? Dans un moment de panique extrême, Winston cria. Julia! Trahissez Julia, pas moi! C'était le brisement final. En prononçant ces mots, Winston avait trahi la personne qu'il aimait le plus, reniant la dernière parcelle de sa résistance. Chapitre 8. La soumission. Après cet épisode terrifiant, Winston fut renvoyé dans sa cellule, brisé à la fois physiquement et mentalement. Il n'était plus le même homme. Ses pensées étaient confuses, sa volonté anéantie. O'Brien vint le voir une dernière fois. Vous avez appris, Winston. Vous comprenez maintenant que le parti était la seule vérité. Il ne peut y avoir de rébellion, seulement la soumission. Winston acquiesça mécaniquement, ses yeux vides de toute lueur de révolte. Il avait été rééduqué, transformé en un citoyen obéissant. Il fut relâché, non pas parce qu'il était libre, mais parce qu'il n'était plus une menace. De retour dans la société, Winston se rendit au café du Châtaignier, un lieu fréquenté par les parias de la société, ceux qui avaient été brisés par le parti. Il y passa des heures, perdu dans ses pensées. Un jour, alors qu'il était seul, il vit Julia entrer. Elle aussi semblait changer, le regard éteint. Ils échangèrent quelques mots, mais la connexion qui les unissait autrefois avait disparu. Ils s'étaient trahis mutuellement et le parti avait gagné. Winston regardait le visage du grand frère sur l'écran de télévision du café. Une étrange sensation de calme l'envahit. Il réalisa qu'il aimait le grand frère. Sa rébellion était écrasée, son esprit dominé. Chapitre 9. La réalisation. Winston retourna à son quotidien, travaillant au ministère de la Vérité, accomplissant les tâches assignées sans jamais poser de questions. Son esprit était endormi, sa volonté annihilée. Le parti avait réussi à le remodeler à son image. Chaque jour, il assistait aux sessions de 2 minutes de la haine, où il criait et invectivait les ennemis du parti avec une ferveur mécanique. Ses pensées étaient surveillées, ses actions contrôlées, mais il n'en avait plus conscience. Il vivait dans un état de soumission totale. Un jour, alors qu'il révisait des archives, il tomba sur une ancienne photo de lui et Julia. Le souvenir de leur amour interdit refit surface brièvement, mais il fut vite étouffé par la peur et la résignation. Winston savait que ses pensées étaient dangereuses, et il les repoussa immédiatement. La vie continuait, monotone et prévisible. Winston sentait que quelque chose en lui était définitivement perdu, mais il n'avait plus la force de chercher à le retrouver. Il était devenu ce que le parti voulait qu'il soit, un individu sans âme, fidèle au grand frère. Chapitre 10. La fin. Les mois passèrent, et Winston s'enfonçait de plus en plus dans la soumission.
Sa transformation était complète. Il ne ressentait plus de révolte, seulement une acceptation passive de la réalité imposée par le parti. Un matin, alors qu'il se préparait pour une nouvelle journée de travail, une annonce retentit dans tout le bâtiment. La guerre était terminée. La victoire était totale. Le parti avait triomphé et le monde était désormais en paix sous l'égide du grand frère. Winston, comme des milliers d'autres, descendit dans les rues pour célébrer. Les gens chantaient, agitaient des drapeaux, acclamaient le grand frère. Winston se mêla à la foule, un sourire mécanique sur le visage. Il était enfin en paix, débarrassé de toute pensée indépendante. Au cœur de la liesse populaire, Winston réalisa la vérité ultime. Il avait cessé d'exister en tant qu'individu. Il n'était plus qu'un rouage de la machine, un instrument au service du parti. Et dans cette annihilation de son être, il trouva une étrange forme de réconfort. En levant les yeux vers le visage du grand frère, Winston comprit qu'il avait atteint le point de non-retour. Il aimait le grand frère, et dans cet amour imposé, il trouva la fin de sa révolte et de son humanité.